Alors à présent, quelque chose de super important en prépa, les réduites de Gauss, en référence à Carl Friedrich Gauss, le célèbre mathématicien allemand, génie parmi les génies. Quel est le sujet ? C'est les matrices carrées. On prend une matrice carrée A qui appartient à Mn de K. Cette matrice A, elle peut vraiment être quelconque du moment qu'elle est carrée. Il n'y a pas de problème. Par exemple, on peut considérer cette matrice qui appartient à M3 de R. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une réduite de Gauss de cette matrice A ? Eh bien, il se trouve que tout comme pour les systèmes linéaires, eh bien, on peut tout à fait utiliser les fameuses opérations élémentaires. Vous vous souvenez, elles sont au nombre de 3. Allez revoir la vidéo si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus. Et en tout cas, on peut utiliser ces opérations élémentaires sur les lignes de A, sur les lignes de notre matrice A. C'est-à-dire que ici vous avez L1, là vous avez L2 et là vous avez L3. Et par exemple, dans L1, vous pourriez tout à fait mettre L1 plus L2. Alors ça vous donne une nouvelle matrice. Attention, il n'y a pas une relation d'équivalence entre ces matrices-là. On n'est pas face à des systèmes, on est face à des matrices, ok ? Donc vous ne pouvez pas mettre que A, elle est équivalente à cette matrice-là. Ça n'aurait pas de sens. Et cette matrice-là, elle n'est pas non plus égale à cette matrice-là. Non, elle n'est pas égale à cette matrice-là. Mais alors à quoi est-ce que ça peut bien servir de faire des opérations élémentaires comme ça sur notre matrice A s'il n'y a pas d'équivalence entre les deux, etc. À quoi est-ce que ça peut bien servir ? Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans la vidéo précédente, allez la voir si vous ne l'avez pas vue, on avait parlé d'un théorème qui est très important, c'est que si A est une matrice triangulaire, alors A est inversible si et seulement si ses coefficients diagonaux sont tous non nuls. Donc avec A qui est une matrice triangulaire, A elle est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir d'une matrice A quelconque, on va utiliser les opérations élémentaires qui sont à notre disposition, c'est-à-dire les 3 opérations licites qu'on peut utiliser, par exemple sur les systèmes linéaires au niveau des lignes, et on va pas à pas, calcul après calcul, matrice après matrice, transformer progressivement notre matrice A, enfin transformer, bien sûr il n'y aura pas égalité entre les matrices, mais on va appliquer successivement à nos matrices, les unes après les autres, des opérations élémentaires pour essayer de tomber sur une matrice triangulaire. Cette matrice triangulaire, elle peut être supérieure ou inférieure. Le plus souvent, on préfère tomber sur une matrice supérieure parce que je sais pas, visuellement, c'est plus sympa. Et le truc, c'est que si jamais, après toutes ces opérations élémentaires sur les lignes, on arrive finalement à une matrice triangulaire dont les coefficients diagonaux sont tous non nuls, et bien là, on va pouvoir dire que forcément, grâce au théorème qu'on a vu juste avant, et bien cette matrice triangulaire, supérieure ou inférieure, on s'en fiche, et bien comme ces coefficients diagonaux sont non nuls, et bien cette matrice triangulaire à laquelle on va arriver, elle est forcément inversible. Et je vous dis tout de suite, c'est un théorème qu'on va voir juste après plus en détail. Mais en tout cas, si la matrice à laquelle on arrive grâce à des opérations élémentaires licites, et bien si cette matrice-là, elle est triangulaire et si ses coefficients diagonaux sont tous non nuls, ça veut dire alors qu'elle est inversible. Et alors, parce qu'on a utilisé des opérations élémentaires à chaque fois successivement à partir de A, et ben ça veut dire obligatoirement que A est inversible. Si la matrice triangulaire à laquelle on arrive à la fin après des opérations élémentaires réalisées sur des matrices successivement les unes après les autres, si cette matrice-là, ses coefficients diagonaux, ils sont non nuls, c'est-à-dire qu'elle est inversible, donc ça veut dire que A, obligatoirement, elle est inversible. Alors je me permets cette petite aparté pour essayer de bien expliquer pourquoi est-ce que tout ça, ça va fonctionner. Il se trouve qu'en réalité, les opérations élémentaires, donc comme celle-ci, là, le fait de mettre dans L1, L1 plus L2, eh bien toutes les opérations élémentaires, quand elles sont licites, eh bien elles préservent le caractère d'inversibilité des matrices. C'est-à-dire que si jamais cette matrice-là, la A, elle est effectivement inversible, et bien cette matrice-là qu'on a obtenue par des opérations élémentaires appliquées sur les lignes de A, et bien automatiquement, cette matrice-là, elle aussi, elle va être inversible. Parce qu'entre là et là, la seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a appliqué une opération élémentaire qui est licite là sur la première ligne de A. Et le truc, c'est qu'encore une fois, les opérations élémentaires, elles préservent le caractère d'inversibilité des matrices. C'est-à-dire que si jamais elle est inversible, alors elle va être
être aussi inversible, etc., etc. jusqu'à la fin. Si jamais on tombe sur une matrice triangulaire dont les coefficients diagonaux sont tous non nuls, et ben on est sûr que la matrice à laquelle on va arriver, ok, il n'y a pas de problème, elle est inversible. Et donc comme on sera arrivé à cette matrice triangulaire par successivement des opérations élémentaires sur chacune des lignes des matrices, et ben on saura que comme la matrice finale à laquelle on arrive, elle est inversible, ça veut dire que celle juste d'avant aussi, elle est inversible, donc celle d'au-dessus aussi est inversible, etc., etc. Et comme ça, on va pouvoir remonter jusqu'à A. Mais si jamais, en appliquant des opérations élémentaires successivement sur les lignes de A, eh ben, on arrive à une matrice dont on est sûr qu'elle n'est pas inversible, eh ben, on pourra dire automatiquement que la matrice A, elle, n'est pas inversible par ricochet. Parce que, encore une fois, les opérations élémentaires licites, lorsqu'on les applique sur les lignes, elles préservent le caractère d'inversibilité des matrices. C'est ça qui est super important. Alors, on va tout de suite réaliser un exemple ici. Là, L1, on ne va pas y toucher, mais dans L2, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 3 fois L2 moins L1. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut à la fin, c'est tomber sur une matrice triangulaire. Donc on va vouloir par exemple une matrice triangulaire supérieure. Donc on veut que là, là et là, on ait des zéros. Donc quelle opération élémentaire est-ce qu'on va faire pour passer de là à là pour annuler le coefficient qui est ici? Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 3 cette ligne-là. Comme ça, on va avoir ici un 3. Bon, ici, on va avoir un 9 et ici, on va avoir un 3. Bon, peu importe, mais là, on va avoir un 3. Et si ensuite on soustrait L1, et bien ici qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un 3, moins 3, ça va bien s'annuler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là vous allez avoir un 0. Là vous allez avoir quoi? Vous allez avoir 3 fois le coefficient qui est ici moins le coefficient qui est ici, puisqu'on a mis dans L2 3 fois L2 moins L1. Donc ça va donner 9 moins 1, c'est-à-dire 8. Et ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 3 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 2. Dans L3, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire à peu près la même chose, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est virer ce coefficient-là et ce coefficient-là. Enfin, en tout cas, on veut qu'ils soient égaux à 0. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Non, on va d'abord annuler celui-là et ensuite, à l'étape d'après, on va virer celui-là. Donc, dans L3, ce qu'on va mettre, c'est 3 fois L3 moins L1, exactement comme pour L2. Donc ici, on va avoir 3 fois 1 moins 3, c'est-à-dire 0. On fait ça pour ça, hein. D'ailleurs, c'est pour avoir un 0 ici. Là, ensuite, ce qu'on va avoir, c'est 3 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 2. Et ici, on va avoir 3 fois 3 moins 1, c'est-à-dire 8. Voilà, donc L1, on n'y a pas touché. Dans L2, on a mis 3 fois L2 moins L1. Et dans L3, on a mis 3 fois L3 moins L1. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste tout simplement à annuler, entre guillemets, ce coefficient qui est ici. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est toujours le même réflexe qu'il faut avoir. Là, on va utiliser L3 et L2. C'est-à-dire que dans L3, on va mettre, regardez, 4 fois L3 moins L2. Pourquoi? Parce que comme ça, 4 fois L3 ici, ça va vous donner un 8. Voyez. Là, le 0 qui est ici, ça pose pas de problème parce que 0 fois 4, ça donne toujours 0, pas de problème. Mais là, vous allez tomber sur un 8. Et quand vous allez soustraire à toute cette ligne-là, la ligne qui est au-dessus, là, vous allez avoir aussi un 8. Ça va bien s'annuler avec le 8 qui est ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on recopie L1 et L2. Et dans L3, cette fois-ci, on va mettre, on a dit, 4 fois L3 qui est ici, moins L2. Si bien que le coefficient qui est ici, ça va être égal à 0. C'est pour ça qu'on fait ce calcul-là, précisément celui-là. Parce que 2 fois 4, ça fait 8, moins 8, ça fait 0. Et ici, vous allez avoir quoi comme coefficient? 4 fois 8, moins 2. 4 fois 8, ça fait 32, moins 2, ça fait 30. Donc là, L1 et L2, on ne les a pas touchés. En revanche, dans L3, vous avez mis 4L3 moins L2. Et là, magie, grâce à des opérations élémentaires, successivement, vous êtes tombé sur une matrice triangulaire supérieure, ici, dont les coefficients diagonaux sont tous non nuls. Vous avez 3, 8 et 30. Donc ça veut dire que cette matrice-là, en particulier, eh bien, elle est inversible d'après le théorème qu'on a vu dans la vidéo précédente. Mais comme cette matrice-là est inversible et que cette matrice-là, elle provient en réalité de la matrice A que vous avez obtenue par des opérations élémentaires successives sur les lignes de votre matrice de départ, eh bien vous pouvez en déduire obligatoirement que votre matrice de départ qui est ici, elle est elle aussi inversible. Et puis alors, depuis tout à l'heure, je vous parle d'inversibilité, de matrice triangulaire, etc., sans vous parler de ce que c'est, sans même vous dire ce que c'est qu'une réduite de Gauss. Et bien une réduite de Gauss, c'est ça justement.
Qu'est-ce que c'est qu'une réduite de Gauss? Eh bien, une réduite de Gauss d'une certaine matrice carrée A, c'est tout simplement une matrice triangulaire, supérieure ou inférieure, que vous avez obtenue grâce à des opérations élémentaires successives au niveau des lignes de A. Donc là, la matrice à laquelle on est arrivé, c'est bien une matrice triangulaire et vous êtes bien arrivé à cette matrice-là par des opérations élémentaires que vous avez effectuées successivement sur les lignes de A. Vous avez cette matrice, puis cette matrice, et vous tombez bien sur cette matrice-là, qui est une matrice triangulaire. Et bien cette matrice-là, c'est une réduite de Gauss de A. Attention, c'est une réduite de Gauss, parce que des réduites de Gauss, vous en avez une infinité. Ah oui, pourquoi? Parce que cette matrice-là, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh ben dans L1, je pourrais tout à fait mettre, je sais pas, 2 fois L1. C'est aussi une opération élémentaire. Et donc, vous tomberiez sur la matrice 6, 2, 2, 0, 8, 2, 0, 0, 30. Et là, ce serait une autre réduite de Gauss, parce que ce serait encore une fois une matrice triangulaire, il n'y a pas de problème, que vous avez bien obtenu en réalisant des opérations élémentaires à partir des lignes de A, enfin sur les lignes de A, successivement faites sur des matrices différentes les unes après les autres, et elle serait bien différente de cette matrice-là, obligatoirement, mais en tout cas, ce serait elle aussi une réduite de Gauss de A. Alors attention à ne pas confondre, hein. Les réduites de Gauss ne sont pas forcément inversibles. Là, on est dans un exemple où on est tombé sur une réduite de Gauss qui est inversible, il n'y a pas de problème, donc ça veut dire obligatoirement que A est inversible, ok, parce que ça c'est vraiment un théorème à connaître. Si une réduite de Gauss est inversible, alors ça veut dire que A est inversible obligatoirement, ok. Alors, je vais juste l'écrire là rapidement, ça c'est une réduite de Gauss de A, ok. Et alors ça, c'est d'abord la première propriété à bien connaître, c'est que si une réduite de Gauss de A est inversible, alors obligatoirement A est inversible. Là, par exemple, cette réduite de Gauss là, elle est bien inversible parce que les coefficients diagonaux sont bien différents de 0, donc ça veut dire que A est inversible, il n'y a pas de problème. Et alors, deuxième propriété très importante, c'est que si jamais A est effectivement inversible, alors toutes ces réduites de Gauss sont elles aussi inversibles. Ça, c'est obligatoire. Donc ça veut dire logiquement que si vous partez d'une matrice A, ici, ok, et que vous faites des opérations élémentaires, vous tombez sur une réduite de Gauss là qui est inversible. Alors soulignons au passage que cette réduite de Gauss là, elle n'est pas unique, hein. Vous auriez pu trouver n'importe quelle autre réduite de Gauss. Mais ça veut forcément dire que dans cet exemple là, eh ben, peu importe les calculs que vous auriez faits avec des opérations élémentaires sur A, eh ben, jamais vous ne seriez tombé sur une matrice de Gauss qui ne soit pas inversible. C'est-à-dire que vous n'auriez pas pu, vous ne pouvez pas tomber sur une réduite de Gauss avec au niveau des coefficients diagonaux 1, 0. Ça n'aurait pas été possible parce qu'en partant de A, vous tombez là-dessus, la réduite de Gauss est inversible, ça veut dire alors que A est inversible, donc comme A est inversible, eh bien, toutes ces réduites de Gauss sont obligatoirement inversibles. Sauf que les réduites de Gauss, qu'est-ce que c'est? Ce sont des matrices triangulaires qu'on obtient à partir de A avec des opérations élémentaires. Ce sont donc des matrices triangulaires. Et si ce sont des matrices triangulaires, ça veut dire obligatoirement que les coefficients diagonaux de cette matrice triangulaire sont tous non nuls. Et là, ça fait référence au théorème qu'on a vu dans la vidéo précédente. Alors du coup, ça veut dire que dans des exercices, si jamais on vous balance comme ça une matrice carrée quelconque, et on vous demande, est-ce que A est inversible? L'une des techniques que vous pouvez réaliser, c'est faire des opérations élémentaires successivement sur les lignes de A. Vous faites exprès de tomber sur une matrice triangulaire grâce à des opérations élémentaires bien choisies sur les lignes. La technique, c'est toujours la même chose d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser, c'est que d'abord, on va annuler les deux coefficients qui sont ici grâce à la première ligne, ok, et ensuite, dans un deuxième temps, on va annuler le coefficient qui est ici, donc au niveau de la troisième ligne, en utilisant cette fois-ci la deuxième ligne. On va utiliser le coefficient qui est ici, on appelle ça un pivot de Gauss en réalité, puisque c'est un pivot non nul, bref, pour pouvoir ici obtenir un 0. Et donc, si vous faites vos calculs, etc., et que vous tombez bien sur une matrice triangulaire supérieure ou inférieure qui a des coefficients diagonaux tous différents de 0, ça veut dire que cette matrice-là, elle est obligatoirement inversible, donc celle-là aussi, et donc A
aussi. Attention, par exemple, si on était tombé sur cette matrice-là, et ben là, ça l'aurait pas fait parce que l'un des coefficients diagonaux de votre réduite de Gauss aurait été égal à 0. Donc, cette matrice-là n'aurait pas été inversible et donc A n'aurait pas non plus pu être inversible. Ok, ça c'est super important. Mais bon, ici, on n'a pas 0, on a 30. Hein. Et ça, en réalité, ça vient tout simplement de la contraposée de cette proposition-là. Hein, parce que si A est inversible, alors toutes ces réduites de Gauss sont inversibles. Qu'est-ce que c'est que la contraposée de cette propriété-là? On se souvient ce que c'est que la contraposée. P implique Q. C'est quoi la contraposée de P implique Q? C'est non Q implique non P. Et on sait que le fait que P implique Q, c'est équivalent au fait que non Q implique non P. Okay, donc là, vous avez P qui est si A est inversible, alors ça implique que Q, toutes ces réduites de Gauss sont inversibles. Non Q, qu'est-ce que c'est? C'est au moins l'une des réduites de Gauss de A n'est pas inversible. Et bien ça va impliquer non P, ça veut dire du coup, A obligatoirement n'est pas inversible. Okay, donc ça, faut vraiment être à l'aise avec ça, mais on va vraiment se familiariser avec tout ça dans des exercices. Mais au niveau de la définition, au niveau des termes, hein, ce que c'est qu'une réduite de Gauss, c'est super important de vraiment connaître ce mot-là, une réduite de Gauss. Et aussi bien se souvenir qu'on parle de une réduite de Gauss et pas la réduite de Gauss. Il y a beaucoup de copies où on voit la réduite de Gauss. Non, c'est une parmi une infinité de réduites de Gauss. Okay, alors aussi, autre chose au passage, mais ça c'est sur le plan rédactionnel dans les copies, il faut surtout pas écrire des équivalences là, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui disent la matrice A qui est ici, elle est équivalente à cette matrice là qui est ici. Non, il n'y a pas d'équivalence entre ces matrices là. Il y a des équivalences entre les systèmes. Vous pouvez avoir une équivalence entre les systèmes. Mais là, vous n'avez pas équivalence entre cette matrice-là et cette matrice-là. Ces matrices-là, elles sont bien différentes les unes des autres. Il ne faut en réalité absolument pas établir un lien de causalité ou de réciprocité entre cette matrice-là ou cette matrice-là. Il n'y a pas non plus de lien d'égalité. Il n'y a pas de lien logique en fait, entre ces matrices-là. La seule chose que vous pouvez faire sur le plan rédactionnel, j'allais dire, c'est préciser au début de votre exercice, cherchons, grâce à des opérations élémentaires, une réduite de Gauss de A. Et vous écrivez tout simplement, successivement, vos matrices les unes après les autres, en précisant bien sûr tout le temps, ça c'est super important, vous précisez quelle opération élémentaire vous effectuez sur quelle ligne de A, et ça successivement au niveau de toutes vos matrices que vous allez aligner comme ça les unes après les autres. Mais ça n'a pas de sens de dire que cette matrice-là, elle est équivalente entre guillemets à cette matrice-là. Non, c'est des objets à part, ce sont des objets distincts qui n'ont pas de lien de réciprocité ou de causalité entre eux. Il n'y a pas non plus égalité entre ces matrices-là, hein. Ce sont des objets mathématiques différents. En revanche, effectivement, il y a un lien entre ces matrices-là, mais c'est au niveau des opérations élémentaires que vous allez effectuer sur les lignes de chacune de ces matrices-là. Okay, alors en tout cas, cette matrice-là, elle est inversible, donc A est inversible aussi. Voilà.